De sa mère Elisabeth, dite Lee Miller, son fils Anthony avait l'image d'une femme hystérique et imbibée d'alcool. Il disait même marcher sur des œufs afin de ne pas déclencher une de ses agressions verbales. En 1977, à la mort de sa mère, Anthony découvre des centaines de boîtes d'archives dans lesquelles se cachent environ 60 000 tirages photographiques d'un mélange assez surprenant. Il y découvre des photos de sa mère posant pour des magazines glamour, des photos de famille, des photos de lui avec Picasso et surtout il y découvre des photos de centaines de cadavres empilés les uns sur les autres lors de la Seconde Guerre mondiale. Je vous raconte l'histoire de Lee Miller, l'une des seules femmes à avoir été accréditée pour la Seconde Guerre mondiale. Le 23 avril 1907 naît Elizabeth Miller, dite Lee Miller plus tard, à Poughkeepsie dans l'état de New York aux États-Unis. Elle grandit dans une famille protestante cultivée et privilégiée aux opinions progressistes. Elle est élevée à égalité avec son frère et son père est un ingénieur et amateur photographe. Mais Elizabeth n'a pas du tout eu une adolescence facile. Tout d'abord, à l'âge de 7 ans, Elizabeth a subi un viol commis par l'un des amis de la famille. En plus du traumatisme suite à cet acte, il s'ajoute une maladie sexuellement transmissible qu'elle subit et donc elle doit avoir un traitement hebdomadaire qui est assez pénible. Le père d'Elizabeth, Théodore, qui je le répète est photographe amateur en plus d'être ingénieur, aime bien faire prendre la pose à sa fille. Sauf que peu de temps après son agression sexuelle, il décide de la faire poser nue devant son objectif. Elle se déshabillera devant l'objectif de son père jusqu'à environ ses 20 ans. Toujours à l'adolescence, lors d'une promenade en barque, elle voit son petit ami se noyer devant elle. La vie d'Elizabeth, qui a maintenant 20 ans, bascule dans l'une des rues de New York lorsqu'elle manque de se faire renverser par une voiture. Elle tombe dans les bras d'un inconnu. Cet inconnu est Condé Nast, le magnat de la presse qui détient les magazines Vogue et Vanity Fair. À ce moment-là, il n'est pas du tout insensible à la beauté d'Elizabeth et il décidera de la faire poser à la une du magazine Vogue en 1927. Très vite, Elizabeth incarne, avec sa silhouette longiligne et sa coupe à la garçonne, l'archétype de la jeune femme moderne des années folles et elle est très vite demandée par plein de photographes. Mais n'être qu'une image figée n'intéresse plus du tout Elizabeth qui, elle, maintenant, veut passer derrière l'objectif. La voilà bientôt en route pour Paris avec elle une recommandation au nom de Man Ray, qui est un peintre, réalisateur et photographe américain. Auprès de lui, elle se forme au métier de photographe, elle devient son assistante et même son amante. Jeunes amoureux et excessivement jaloux, Man Ray fait d'Elizabeth sa muse. Les deux amants collaborent ensemble et expérimentent sans cesse. De leur union artistique naît la solarisation qui est une technique qui cerne les corps et les objets d'un halo noir presque surnaturel. En 1930, à la tête de son propre studio, Elizabeth collabore avec le magazine Vogue France où elle multiplie les coups d'éclat surréalistes avant de se faire licencier. À Paris, Elizabeth est la muse des artistes surréalistes. Elle noue d'ailleurs une solide amitié avec Pablo Picasso qui durera jusqu'à sa mort. De plus, Jean Cocteau l'a fait tourner dans son film Le sang d'un poète en 1930 où elle incarnera le rôle de l'héroïne. En raison de la jalousie excessive de Man Ray, eh bien Elizabeth décide tout simplement de le quitter. Alors il faut savoir que la rupture est assez violente et elle repart d'ailleurs à New York. De retour à New York, elle ouvre avec son frère Eric un studio photo. 2 ans plus tard, elle épouse Aziz Eloui Bey qui est un riche homme d'affaires égyptien, puis elle part habiter au Caire, donc en Égypte, avec lui. Elle y photographie là-bas les déserts, les sites archéologiques et c'est là qu'elle réalise sa photo connue, Portrait of Space. Mais la vie au Caire commence à la lasser de plus en plus et en plus de ça, elle ne voit plus du tout ses amis artistes surréalistes. Alors pendant l'été 1937, elle décide de retourner à Paris. Lors de ce voyage en France, elle fait la connaissance d'un homme qui est écrivain surréaliste anglais du nom de Roland Penrose. Quelques temps plus tard, elle s'installe avec Roland Penrose qui est devenu son amant. Elle travaille alors pour le British Vogue où elle y fournit de nombreuses photos de mode et de multiples portraits. À
À cette période-là, Lee Miller s'adapte aux contraintes de la guerre qui touchent également le milieu de la mode. Les magazines féminins sont eux aussi sommés à contribuer au bon moral de la population. La photographe fait donc poser ses mannequins dans des vêtements confortables avec des positions assez spontanées. En 1942, Lee Miller demande à l'armée américaine une accréditation comme correspondante de guerre. Contre toute attente, elle obtient cette fameuse accréditation qui était normalement plutôt réservée aux hommes plutôt qu'aux femmes, ce qui fait d'elle l'une des rares femmes à exercer ce métier. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait seulement 4 ou 5 femmes qui avaient l'autorisation de reporter la Seconde Guerre mondiale. Entre 1944 et 1946, elle voyage aux côtés de David Sherman, qui est le correspondant pour le magazine Life, et d'ailleurs ils vont avoir une liaison tous les deux. Ils partent en Normandie en 1944 et c'est à ce moment-là qu'elle est la seule femme à être sur le terrain. Ils couvrent tous les deux le débarquement des troupes alliées à Omaha Beach, puis la libération de Saint-Malo. Lee est assez surprise à ce moment-là de constater que contrairement aux informations officielles, la guerre était loin d'être finie. La ville est assiégée par les Allemands et Lee se retrouve au cœur de la bataille. Des obus firent dégringoler d'autres blocs de pierre dans la rue. Je me réfugiai dans une tranchée boche, derrière les remparts. Mon talon écrasa la main d'un mort et je me mis à maudire les Allemands pour l'effroyable et meurtrière destruction qu'ils venaient de provoquer dans cette ville jadis si jolie. Mais Lee n'est pas du tout autorisée à être sur le front de la guerre, elle est donc arrêtée et finalement son accréditation est annulée. Ce reportage sur le débarquement de Normandie France Free Again sort le 15 octobre 1944 dans le magazine Vogue. Pour les éditions américaines et britanniques du magazine, elle couvre ensuite la libération de Paris. Vogue publie ces clichés de femmes accusées de collaboration, il publie même des photos de femmes avec le crâne rasé, avec le regard baissé, et également des femmes qui sont bousculées dans la rue par la foule en colère. En avril 1945, Lee Miller et David Sherman sont les premiers à avoir accès au camp de concentration de Buchenwald et de Dachau. Habitée par une colère froide, Lee photographie ces scènes d'horreur. Lorsqu'elle envoie ses photos à Vogue, elle écrit même « Je vous supplie de croire que c'est vrai ». Cette même phrase inspirera le titre du reportage qui est Believe-It, qui paraîtra donc 2 mois plus tard, après de longues discussions et plein d'hésitations sur sa publication au sein de la rédaction du magazine. Le général Patton a pensé que puisque les habitants de Weimar disent qu'ils n'avaient jamais entendu parler de la brutalité des camps, il est temps de leur faire comprendre pourquoi le monde s'en prend à ce pacifique et innocent peuple allemand. Il a ordonné que des milliers d'habitants de Weimar, de tout sexe, tout âge, tous ces gens connus pour aimer la randonnée avec leur sac à dos, viennent dans ce camp dont ils disaient ne rien savoir, et pourtant à quelques pas de chez eux. Quelques heures après avoir quitté Dachau, Sherman et Miller se rendent dans l'appartement d'Hitler à Munich. Le jour même de leur arrivée, le 30 avril 1945, on apprend que le Führer se suicide dans son bunker à Berlin. Durant leur séjour, Sherman, qui je répète est donc correspondant pour le magazine Life, prend Lee qui prenait un bain dans la baignoire personnelle du dictateur. En arrière-plan, on peut même y voir dans un cadre la photo d'Hitler. Cette photo deviendra l'une des plus connues de Sherman. Ce voyage au bout de l'horreur marquera bien évidemment pour toujours Lee Miller. Minée par un passé d'abus sexuels et un syndrome post-traumatique, les atrocités qu'elle a vues en Allemagne la hantent. En 1947, alors que Lee a 40 ans, elle se marie avec Roland Penrose. Ils se marient en Angleterre et elle tombe enceinte de son premier enfant. Elle aurait pu y voir la perspective d'un renouveau suite à sa grossesse, mais c'est tout le contraire. Devenir mère la terrifie. Elle commence à sombrer dans la dépression et à sombrer dans l'alcool. La naissance de son fils Anthony, avec lequel elle fera toujours preuve de distance, ne fait finalement que raviver les douleurs du passé. Suite à la naissance de son fils, elle s'écarte donc de la photographie pour se consacrer à sa nouvelle passion qui est maintenant la cuisine. Et c'est d'ailleurs sa nouvelle thérapie. Elle va d'ailleurs apparaître plus tard dans plusieurs magazines dédiés à cela.
Il faut savoir que son mari Roland Penrose et son fils n'ont jamais été au courant de son passé. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais parlé de ses abus sexuels, des photos que son père prenait d'elle. Elle n'a jamais rien dit. Lee Miller décède le 21 juillet 1977 chez elle à la suite d'un cancer à l'âge de 70 ans. C'est à ce moment-là que son mari Roland et que son fils Anthony découvrent tout son passé. Alors qu'Anthony prépare son premier ouvrage sur sa mère, il y découvre des centaines de boîtes d'archives. À l'intérieur, il y découvre plus de 60 000 tirages photographiques et négatifs, ainsi que des articles, des appareils photos et des lettres d'amour. Après la guerre, ma mère a rangé sa vie dans des caisses et les a mises au grenier. Il comprend très vite que dans toutes ces boîtes se trouvent plein d'informations sur sa mère, pour qui il avait une image d'une femme assez hystérique, d'une femme imbibée d'alcool, et il a même dit marcher sur des œufs afin de ne pas déclencher des agressions verbales de sa part. Et comme vous aurez pu sûrement le comprendre, Anthony ne connaissait absolument rien de sa mère puisque celle-ci était distante avec lui depuis toujours. Il découvre que sa mère était mannequin à New York, puis épouse d'un riche homme d'affaires égyptien, et qu'elle était photoreporter pour la Seconde Guerre mondiale. Quand il tombe sur des photos d'enfance assez dérangeantes, Anthony et Roland sont stupéfaits du mutisme de Lee sur le sujet. Ces photos d'elle sont assez effrayantes et transgressent définitivement les frontières enfant-parent. Je pense qu'il y avait quelque chose de très étrange chez Théodore. C'est ainsi que se termine la vie de Lee Miller, l'une des seules photographes de la Seconde Guerre mondiale. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner à la chaîne YouTube pour la soutenir. Et également à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram pour y découvrir le travail que je fais. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.